Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. C'est avec plaisir que je vous retrouve après quelques semaines d'absence. Il nous a fallu aller sur le terrain, palper du doigt les réalités du Congo profond. Et j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois depuis les débuts de cette nouvelle législature un élu, un sénateur, et pas le moindre, avec lequel nous allons parler non seulement du pays, mais surtout de sa province, parce que les sénateurs sont l'émanation des provinces qui défendent dans la haute institution. J'ai donc la joie de recevoir le professeur Faustin Luanga, qui n'est plus à présenter. Voilà une vingtaine d'années que cet économiste et professeur d'université accepte de revenir au pays, de s'inscrire dans la dynamique de développement, mais surtout aussi de donner sa part d'expérience internationale. N'oubliez pas, c'est parmi les Congolais qui avaient été, en tout cas qui sont encore les plus gradés au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Aujourd'hui, élu sénateur pour la province du Maniema, nous parlerons du Maniema, de ce Maniema, de cette province au cœur du pays, province totalement enclavée, qui n'a besoin que de ses fils pour pouvoir se sortir du piège de la géographie. Professeur, bonsoir. Bonsoir, William. Ça fait longtemps, la première fois il y a une vingtaine d'années, que je vous recevais sur ce plateau de droit à la parole à l'époque. Vous étiez conseiller à la présidence et vous êtes parmi les concepteurs quand même du plan économique, du programme économique qui a été mis en place, qui a même permis la croissance que nous connaissons jusqu'à ce jour. Nous pouvons que vous remercier pour cela. Merci beaucoup, cela fait longtemps. Bon, nous allons parler du présent. Voilà. Bien sûr, le passé nous permet de réajuster le présent pour bien préparer le futur. Alors, il y a quelques semaines, vous avez publié une tribune que Géopolis, d'ailleurs, Hebdo s'est fait le plaisir de publier. Vous vous interrogez sur le financement des projets de développement et c'est une des questions fondamentales de notre émission. Mais vous avez encore publié une autre tribune, un peu au vitriol, un tout petit peu. Nous avons senti que Faustin Luanga, l'homme calme, l'homme sans... était un peu en colère. Pour une fois, il a pris la parole, pas pour construire, mais pour détruire une idée. L'idée d'un Maniema absent. Nous allons donc parler aussi du Maniema. Mais avant toute chose, j'aimerais quand même qu'on revienne aux questions de financement, parce que notre pays, qu'on le veuille ou non, ne peut pas se développer sans financement. Vous avez élaboré dans cette tribune que vous avez publiée un certain nombre de moyens. Je vais essayer avec vous de les visiter. D'abord, pourquoi il faut des financements? Pourquoi? Alors que nous avons une économie qui peut générer du surplus. Bon. Quand je parle de financement, je parle de dettes. Hein? Oui, je comprends. Le financement, ce n'est pas seulement des dettes. Ouais. Bon, vous m'amenez en plein chemin. Si je peux situer, le gouvernement vient de présenter son programme. Ouais. Axé sur les 6 engagements du chef de l'État. Le président s'est engagé pendant sa campagne et Madame la Première ministre a pris les 6 piliers, dont sécuriser, je crois, je vais le prendre en ligne pour bien les citer, création d'emplois, protection des pouvoirs d'achat des Congolais, amélioration de sécurité nationale, accès aux services de base, diversification économique et efficacité des services publics. Voilà les engagements que le chef de l'État a fait.
Or, pour convertir ces engagements en chantier ou en facteur de développement, il faut deux moyens. D'où la notion de financement maintenant. Comment financer le développement du Congo? On compare toujours les besoins et les moyens. Vous avez étudié la notion économique la plus simple. Les moyens sont toujours limités par rapport aux besoins qui sont illimités. Illimités, multiples et multiplicatifs. D'où il faut faire des arbitrages. Il faut choisir. Il faut chercher l'argent. Vous ne pouvez pas changer le Congo, développer le pays, mettre en œuvre sans financement. Question de précision. La Première ministre, en présentant son projet, elle a chiffré ce projet, je crois, à plus de 90 milliards de dollars sur 5 ans. Quand vous parlez, c'est le budget pour la législature. Mais vous ne voyez pas ces budgets remplir les 6 engagements. Bon, elle a quadrillé le budget. C'est que le programme est financé sur papier. Quand on parle de financé sur papier, ça veut dire quoi? Vous avez les besoins, vous avez les objectifs et vous avez le moyen, c'est-à-dire budgétisé. Théorique sur papier, c'est financé. Maintenant, sur le plan des réalisations, nous avons les réalisations des recettes. Une bonne partie proviendrait des recettes de régie. Nous avons nos taux de réalisation qui n'ont jamais été... Les taux de réalisation des régies, ça va, ça dépasse les 100%. Mais la réalisation budgétaire lui-même... C'est-à-dire le moyen obtenu pour les affecter, a toujours été inférieur. On l'a vu, les budgets étaient de 16 milliards. Les taux de réalisation, quand on va faire les redditions des comptes, on saura si réellement ce budget a été en équilibre. Professeur, une question, parce que c'est une émission pédagogique aussi. Oui. Comment expliquer que les assignations des régies financières sont parfois au-delà de 100%, mais la réalisation budgétaire inférieure? Qu'est-ce qui explique ces gaps? Bon, tout à fait théorique d'abord, parce que le budget n'est pas seulement financé par les régies, les 3 régies. Parmi les recettes, nous avons les recettes provenant des régies, c'est ce qu'on appelle les recettes internes, mais il y a un grand gap souvent de 4 à 5 milliards dont nous attendons de l'extérieur. Les appuis budgétaires. L'appui budgétaire qui ne dépend pas de nous. Bon. Des fois, ces appuis peuvent ne pas venir. Et il y a aussi des risques, ce qu'on appelle les risques de réalisation. On peut miser que les matières premières dont dépend notre économie, les taux de ces matières premières, les prix sera à la hausse, mais du coup, les prix qui baissent, ça fait moins d'impôts à recouvrer, d'où la nécessité d'ajuster ce budget. Vous avez proposé un certain nombre de solutions, des pistes de solutions. Nous allons essayer rapidement de les examiner, parce que je vous pose ces questions pour que je demande aux gens d'aller lire. Allez sur le site de Géopolis, vous trouverez d'ailleurs cette tribune qui est extrêmement pointue et qui explique l'ensemble des propositions, d'ailleurs, d'un sénateur qui aurait pu même être payé, c'était une consultance internationale. Vous dites qu'il faut la création des fonds souverains, et pourtant nous avons dans notre pays ce qu'on appelle les fonds mis. Bon, quelle différence vous faites entre les deux? Bon, ça, ce n'est qu'une partie des réserves pour l'avenir. Ouais. Or, les fonds souverains vont au-delà de cela. Vous collectionnez une partie, vous pouvez investir une partie, vous pouvez faire d'appel aussi pour raviver ces fonds. Or, le FOMI, ce n'est qu'une collecte d'une partie minière. Moi, ce que je propose va au-delà de ça. Ça couvre même les forêts, ça couvre d'autres recettes exceptionnelles, d'autres provisions de fonds qui seraient appelées à la rescousse pour financer les développements du pays. J'ai même parlé comment ces fonds pouvaient être alloués. Il y a des fonds de pension qui sont, moi j'appelle ça les fonds dormants. Bien sûr, ces fonds, ailleurs, ça se passe comment? Ces fonds sont investis dans l'immobilier ou bien dans les financements d'acquisition pour générer des profits. Nous sommes en droit, en tant que contributeurs, nous citoyens, de ces fonds de pension. Qu'est-ce que les fonds appliqués, par exemple, à l'INSS, rapportaient? C'est parti où l'investissement? C'est placé comment? Pour générer quel profit? Bien sûr, c'est pour les retraités, mais ça peut financer
les développements qui généreraient des profits pour les retraités. L'investissement, la constitution de ces fonds ne va pas seulement s'arrêter aux mines. Hein. C'est ça la grande différence que moi j'ai introduite pour parler de ces matières. Parce que vous parlez des hydrocarbures, vous parlez des forêts, et vous parlez même de l'eau, et même de l'économie verte, hein, vous en parlez. Alors, une petite question pour passer à un autre point. Pourquoi on les appelle les fonds souverains? Pourquoi ils sont souverains? Qu'est-ce que ça veut dire? Souverain, c'est la souveraineté, c'est-à-dire c'est national d'abord. L'État est le grand contributeur de fonds souverains. Voilà pourquoi on appelle fonds souverains. La plupart des pays en ont. D'autres formes qui ne sont pas vraiment des fonds existent ailleurs. Quand vous avez des banques export-export, où l'État américain, par exemple, se porte garant. Mais il se porte garant en empruntant. On connaît l'Amérique, on connaît la France, ce sont des pays surendettés. Les fonds de garantie qu'ils mettent, ce sont des emprunts auprès de leur banque centrale. Ils financent leur développement, ce pays, et leur expansion par des gros endettements. Ce qui nous est interdit chez nous. Nous n'avons pas ce mécanisme de financement, de gros endettements. C'est comme ça que vous proposez la création des banques de développement. Voilà. Et dans quelle proportion vous mettez ça? Ça se présente comment dans l'écosystème? Dans l'écosystème, je crois mon jeune frère est passé ici au CENI, il vous a dit, on ne peut pas financer le développement sans les mécanismes de financement, sans des organismes de financement. C'est le secteur financier qui finance pas seulement le développement, les activités économiques d'un pays. Au Congo, malheureusement, nous n'avons pas de structure purement nationale, c'est-à-dire dans le sens que le capital est des citoyens nationaux. Ça ne veut pas dire que les banques qui sont là, qui appartiennent aux étrangers, ne peuvent pas financer le développement du pays. Mais le constat malheureux qui est là, il s'occupe plus des activités de trading, c'est-à-dire des activités qui rapportent l'argent à court terme, mais qui n'importent pas dans le financement profond. Ce banque finance, il se passe beaucoup de choses dans ce banque, finance plus les activités de leurs propres propriétaires. Vous avez des financiers, ils ont les banques, ils ont des activités commerciales, ils ont des banques, ils sont dans l'immobilier, ils ont des banques, ils sont dans les hôpitaux, et ils s'autofinancent que de financer l'économie. Voilà. Alors, la Banque congolaise de développement s'occupera de financer l'émergence de la classe moyenne congolaise. Créer des incubateurs des hommes d'affaires, c'est que le FPI fait, mais il le fait mal. Hein. La société Sofide existait, mais elle est tombée en faillite. C'est qu'il faut redynamiser tous ces secteurs. L'OPEP existait, mais l'OPEP organisait seulement, mais ils n'ont pas l'organisation pour les petites et moyennes entreprises. C'est que tout ça, il faut qu'il y ait de fonds de roulement. Si nous prêchons pour la création d'une banque congolaise de développement à grand capital, et j'avais même proposé, l'argent viendrait d'où pour financer cette banque? Ça viendrait des prélèvements des FPI, qui perçoit 2% sur le cordon douanier, des OCC, qui perçoit aussi 2% sur le cordon douanier, des LGFREM, qui perçoit 4% sur le cordon douanier. C'est que c'est l'argent que les contribuables mettent à ces institutions. Ce n'est pas des recettes, ce sont des perceptions. Prenez seulement pour une année la moitié de ces trois institutions, ça fait plus de 600 millions de dollars, qui peut constituer le capital initial de ces banques. Une banque capitalisée à 500 millions peut facilement lever les fonds sur le marché international et financer le développement. En tout cas, professeur Luanga, vous êtes égal à vous-même, hein, précision, conclusion. Alors, vous dites aussi qu'il faut, vous proposez aussi parmi les solutions, vous pensez qu'il faut utiliser les fonds inutilisés des assurances et des pensions de retraite. Vous en avez un tout petit peu déjà effleuré. Vous dites aussi qu'il faut intégrer l'intelligence économique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qui nous manque. Intelligence économique veut dire quoi? Celui qui dispose d'intelligence, ça signifie qu'il connaît un peu plus que les autres. C'est utilisé déjà par les opérateurs économiques eux-mêmes qui font des opérations de commerce triangulaire, des opérations croisées qui échappent à la loi. Quand on utilise maintenant l'intelligence économique, le mot provient de l'anglais, intelligence, c'est-à-dire même les services secrets interviennent dans l'économie
pour canaliser les fonds dans les secteurs voulus par l'État. Prenons l'espace aérien. C'est un capital énorme, mais on ne sait pas l'utiliser. On l'avait donné ici à Rwandair gratuitement. Toujours l'espace aérien. On considère le Congo comme un trou noir. Ce sont des recettes qui échappent à l'État. Or, en y mettant de l'intelligence, on peut chercher des investisseurs pour qu'on puisse capturer ça. Intelligence économique aussi. Vous pouvez déclarer, le ministre Paloukou, ministre de l'Industrie, qui a conçu le plan d'industrialisation du Congo, chapeau à lui, a dit on a créé des zones spéciales de développement vers Maluku. Pour les carreaux, je prends seulement l'exemple de ces carreaux. Mais au même moment, les tracasseries sont telles que on préfère, au lieu d'acheter les prix, parce que la douane doit sauvegarder ces industries, c'est-à-dire il faut que la douane protège l'émergence de ces industries. Sinon, s'il y a fraude, que Alingite combat très bien, s'il y a fraude et corruption, qu'est-ce qui va se passer? Absence d'intelligence. Les gens vont préférer abandonner les investissements ici parce qu'il y a importer. Et faire passer ça par la fraude. Par la fraude, c'est que la fraude devient bénéfique. Quand on manque l'intelligence dans tout ça, on peut aller facilement à la fraude. Comment s'organise l'intelligence économique? Par quels sont les facteurs de sa production? Il faut mettre d'abord, c'est dans la conception. Toutes les industries modernes des nouvelles technologies aux États-Unis ont été développées par les services d'intelligence. Je ne parle pas seulement économique. Dans CIA, il y a intelligence. Central Intelligence Voilà. Agency. Et c'est que c'est développé par les services d'intelligence. Que ce soit en France, les technologies de pointe sont accompagnées par les services d'intelligence. Que fait notre ANER? Que fait le Conseil national de sécurité chez nous? À part traquer les gens peut-être, est-ce qu'on y met suffisamment de l'intelligence? Au lieu des renseignements, il faut y mettre aussi vraiment de l'intelligence. Ces services qui sont payés par les contribuables doivent travailler et on doit recruter les meilleurs. Aux États-Unis, on recrute toujours les meilleurs pour la CIA. Et c'est là où on construit l'intelligence des technologies, l'intelligence de la gestion, l'intelligence de traquer les fraudeurs comme le fait l'IGF, et tout ça a besoin de l'intelligence. Vous proposez aussi, parmi les éléments pour pouvoir améliorer nos recettes, mais surtout augmenter, financer notre économie, vous proposez des sources de financement hybrides. Qu'est-ce que vous entendez par là? Bon, on a eu des cas ici où on est rentré presque au Moyen-Âge, le système de troc. Bon. Le système de troc, ça consistait à quoi? Pourquoi les gens ne comprennent pas pourquoi on est arrivé au troc? Mouzé est arrivé et le président Joseph est arrivé. Les Congos n'étaient pas crédibles. On ne pouvait pas nous prêter l'argent. En 2001, quand moi je suis conseiller économique, chef de l'État, notre budget était de 300 millions de dollars pour un pays comme le Congo. Et personne ne nous prêtait l'argent. Alors, on a dû recourir à des mécanismes hybrides, c'est-à-dire, vous nous donnez des infrastructures, nous vous donnons des matières premières. Et notre avantage de ça, ça pouvait échapper aux frappeurs, c'est-à-dire les gens qui, malheureusement, ils ont récupéré la transaction intermédiaire pour capter la rente qui était derrière cette transaction qui était en troc. Et on a vu, celui qui a de l'intelligence, nous manipuler. La Chine a tiré meilleur profit que nous-mêmes. Nous devons, si nous voulons vraiment valoriser ce système, d'abord évaluer la valeur sous-sol de nos ressources. Il y en a beaucoup. Minières, eau, forêt, pour l'environnement, les puits de carbone. Et maintenant, sur base de ça, négocier cela en termes d'infrastructures. Le Moyen-Orient l'a fait avec son pétrole seulement. Nous pouvons le faire avec d'autres minéraux stratégiques que nous avons. On produit les téléphones que vous savez utilisent les coltans. Mais nous pouvons négocier avec Apple qu'ils viennent exploiter ça directement ici. Elon Musk, Tesla, pour les batteries, qu'ils viennent directement. Ici, directement,
et on va casser l'intermédiaire. Et là, ce ne sera plus seulement des trocs, c'est mixte. Parce qu'ils vont amener la connaissance, ils vont amener au-delà l'argent, les capitales, et nous allons apporter les ressources. Voilà pourquoi c'est mixte. Alors, pour conclure cette première partie, évidemment, je dis encore que je ne veux pas en profondeur parce que c'est clair, c'est bien dit, et ceux qui ont des oreilles ont certainement entendu. Vous dites que tous les modes de financement que vous proposez vont réussir seulement si nous améliorons l'image politique et économique du pays. William, vous avez suivi, parmi les engagements du chef de l'État, il cherche à ramener la sécurité, améliorer, c'est comme ça qu'il a appelé la sécurité. Si j'ai un commentaire à faire, ça doit être le premier, pas le troisième parmi ces engagements. Ça devait être le premier engagement, parce que sans sécurité, c'est comme la santé dans un corps humain, sans laquelle vous ne pouvez rien faire. Personne, sauf les aventuriers, viendrait avec des milliards ici si la situation n'est pas stable. Il ne s'agit pas seulement de la stabilité sécuritaire, la stabilité aussi économique, la monnaie, l'inflation et tout ça. Le cadre économique doit être un peu sous contrôle, bien géré. La corruption, ce qu'on appelle la gouvernance, les renforcements institutionnels, les capacités à absorber de l'argent. À un certain moment, nous avions des problèmes même d'absorption d'argent. On avait des lignes budgétaires qu'on n'épuisait pas. Ça signifie que nous avons des problèmes de capacités en insuffisance. Nous devons renforcer les capacités. Ça, ce sont des préalables. Notre université doit produire, notre système éducatif doit produire des cadres ou bien des cerveaux pour accompagner le développement du pays. C'est tout ça, la vision globale qui doit accompagner les développements. Merci, professeur Faustin Luanga, pour cette première partie. Vous avez évidemment restitué pour notre opinion publique les moyens que vous mettez à la disposition de décideurs pour augmenter, pour faire le financement de notre développement. C'est clair, on n'a pas besoin de répéter cela. Ce qui a été dit, a été dit. Alors, je vous recevais aussi parce que vous êtes sénateur. Je vous attendais peut-être beaucoup plus dans les instances techniques d'opérationnalité, mais sénateur, c'est vrai, c'est beau, mais qu'est-ce qui vous a amené au Sénat? Vous savez, ça fait plus de 35 ans que je travaille à l'international. Oui. Bon, j'ai eu ma dose et j'ai circulé le monde, j'aime le dire. Je suis le Congolais qui a voyagé dans 167 pays au monde, je crois. Et même le président n'a pas encore battu mon record. Bon, ce n'est pas pour rire seulement, mais j'ai fait ma part à l'humanité. Il était temps que je rentre au Congo. Je rentrais périodiquement. Je m'étais dit à un certain moment, il faut faire profiter à mon pays cette expertise et cette expérience accumulée avec les bonnes pratiques que j'ai vues ailleurs et que j'ai vécues ailleurs, qu'on les amène ici. Par où commencer? Je suis du Maniema. Il fallait aller commencer par là, être un élu pour mieux parler au nom de ce peuple du Maniema. Voilà comment je me suis retrouvé avec ce défi de me faire élire, c'est-à-dire me faire accepter par ma base, par le peuple. Partir, c'est la meilleure façon de faire la politique. Pas être nommé. Partir par le peuple, adulé par la population, pour que tu puisses représenter cette population. Voilà. Le Maniema, une province de la République du Congo, nous allons quand même essayer de visiter. Hein. Est-ce que vous connaissez le Maniema? Vous y avez déjà été. La dernière fois que vous étiez à quelle année? Moi, j'avoue, hein, la dernière fois que j'étais au Maniema, ça fait plus de 20 ans. Et le Maniema a beaucoup changé. Grâce à la technologie, grâce au développement du numérique, nous pouvons quand même visiter un tout petit peu le Maniema. Alors nous allons visiter le Maniema. Dans cette première partie, nous allons voir 3 territoires. Suivons. Située presque au centre de la République démocratique du Congo, la province du Maniema est limitée au nord par la province orientale, au sud par le Katanga, à l'est par le sud de le Nord Kivu et à l'ouest par le Kasaï oriental. La ville de Kindu a une superficie de 101 295 km² avec une population estimée à 580 007 habitants. Elle est composée de 3 communes à savoir Kasuku,
Mikelenge et Alunguli. L'agriculture est l'activité principale de la population du chef-lieu du Maniema. Elle est axée d'abord sur les cultures vivrières, le manioc, le riz, le maïs, l'arachide. Sur les cultures maraîchères, le chou, la tomate, l'aubergine, l'oignon, l'amarante, l'épinard, la ciboulette, le piment, le céleri. Sur les cultures pérennes, le café, le cacao, le palmier à huile. Et enfin sur les fruits, l'orange, l'avocat, l'ananas, banane et le citron. Les routes et desserts agricoles de la ville de Kindu sont dans un état de délabrement très avancé, ce qui empêche d'évacuer les produits agricoles. De nombreuses plantations de palmiers à huile et caféiers sont abandonnées, un total de 57 hectares. La multiplicité des taxes, l'insuffisance du budget alloué dans le secteur agricole, la non-motivation des agents et fonctionnaires de l'État agricole et le manque de financement sont parmi les difficultés rencontrées par les agriculteurs de cette partie de la RDC. Territoire de Kabambaré, sachez qu'il y a une population estimée à 599 523 habitants selon le dernier statistique de 2019. Elle a 6 secteurs, notamment Baboulou, Bangu Bangu Baemba, Bangu Bangu Kabambaré Baombo, Bangu Bangu Lulindi, Bangu Bangu Wamaza et Bangu Bangu Salamabila. Les routes des sols agricoles sont également délabrées. Pour y accéder, il faut utiliser la moto, le vélo ou à pied. Les habitants de Kabambaré vivent aussi de l'agriculture. Au nombre de problèmes enregistrés, il y a le manque de semences améliorées, pas d'outils aratoires, pas d'institutions agricoles pour encadrer les agriculteurs, ni de crédit agricole, la perturbation climatique et le manque de produits phytosanitaires pour lutter contre les maladies qui attaquent les cultures. Direction territoire de Kailo où la population vit également de l'agriculture. La pêche, l'élevage sont des activités secondaires. Ici aussi, on y cultive les mêmes produits agricoles que dans la ville de Kindu. Je ne suis ni à Bukavu, ni à Uvira, mais je suis à Kindu au Maniema. Regarde les cornes de celui-là. Oh, oh. Oh la gomme. Nous revenons sur ce plateau. Là, nous avons visité 3 territoires, celui de Kindu, ville de Kindu, territoire de Kabambaré et de Kailo. Monsieur le sénateur, c'est ça la province qui vous accorde son mandat. C'est ça la province. Nous allons visiter dans un deuxième temps les autres territoires. Mais la première chose que vous dites en tant que sénateur, c'est une forme de réclamation. C'est un peu une prise de bec avec l'État parce que vous êtes fâché. Vous êtes un peu en colère. Pourquoi? Bon, je ne suis pas vraiment en colère. Je suis un élu qui représente sa province sous le Maniema, qui a 7 territoires. Nous venons de voir les 3. Avec un grand défi, c'est parmi les territoires, la province. Maniema est province depuis 88. Ça fait 34 ans. Donc 88, ça fait 36 ans. Donc ce sont des provinces qu'on a découpées, les tout premières. Les tout La premières. première expérience, C'est que les Grands Kivu. Les Grands Kivu, c'est que Maniema n'est pas une nouvelle province dans le sens des autres provinces. Et vous avez vu, c'est une province complètement enclavée. Nous avons besoin de la compréhension des entités qui décident et des autorités qui décident pour mieux comprendre la situation du Maniema. Qu'est-ce que nous avons constaté? C'est que vous appelez la colère, n'en est pas une, c'est une interpellation. La représentativité nationale
au niveau du gouvernement, le Maniema a été l'unique province exclue du gouvernement, avec la ville de Kinshasa. Sur le plan des statistiques, 0 membre du gouvernement. Et ça, ce n'est pas nouveau. Même le premier gouvernement, le premier quinquennat, après le ministre de l'économie qui était mis à part, le Maniema n'a pas été représenté. On s'était contenté, je crois, avec un vice-ministre du plan. Deuxième chose, est-ce que cela est normal? L'article 90 de la Constitution est clair à son alinéa 3 sur la représentativité nationale. Ce n'est pas moi qui l'ai créé, ce n'est pas la province du Maniema qui l'a créé. Comment est-ce possible qu'on ait oublié toute une province? Ce n'est pas à moi de répondre. On a regardé récemment aussi, au niveau de la constitution du bureau de l'Assemblée nationale, aucune personnalité du Maniema. Quand les gens des grands orientales ont boudé, on les a réunis, on les a accordé l'espace, on a ouvert des positions pour eux. Je peux continuer. Dans les entreprises publiques, il n'y a aucun ressortissant du Maniema. Au cabinet du chef de l'État, il n'y en a plus aucun ressortissant du Maniema. Nous sommes en droit de nous demander, est-ce que le pouvoir a un problème particulier avec la province du Maniema? Je m'en vais plus. Le Maniema est reconnu, réputé, province d'opposition. Parce qu'on a des notables que je ne vais pas citer de Maniema qui sont dans l'opposition. Mais les statistiques défient ces faits. Sur les 22 députés provinciaux, 20 sont de la majorité. Sur les 4 sénateurs de la province, tous les 4 sont de la majorité. Dont vous-même. Dont moi-même. Sur les 12 députés nationaux, non. 10 sont de la majorité. C'est que les statistiques, le Maniema a soutenu, a voté le président et soutient la majorité. Pourquoi elle ne participerait pas à la gouvernance nationale? Alors, à votre avis, quelle est l'hypothèse la plus vraisemblable? Pourquoi cette province ne figurerait pas au travers de ses ressortissants dans ces institutions? C'est quoi? Je ne peux pas dire que ce s'agit des compétences. Le Maniema est utilement compétente. Vous le savez, nous avons produit dans ce pays des premiers ministres exceptionnels. Nous avons eu des ministres et des vice-premiers ministres. Nous avons eu même un vice-président à l'époque, qui est d'heureuse mémoire, et Arthur Zaïdi Ngoma. Et nous avons eu le président du Sénat, je vais citer les aînés. Peut-être parce que vous avez tellement été gâtés. Nous avons eu des Kitima Bini Ramazan. Ce que le Maniema... Vous le savez très bien, le Maniema a été un pays dans un pays. Oui. Si vous devez étudier l'histoire, bon, est-ce que, parce qu'on a été, le passé, j'ai dit, doit nous permettre d'ajuster le présent. Vous avez été tellement gâté dans le passé, vous aviez, à un moment donné, vous avez été pratiquement la seule province presque majoritaire dans les entreprises. Bon, peut-être on s'est dit, ben, peut-être la roue tourne, on ne peut pas mettre donner à tout le monde. C'est le domaine de la spéculation. On ne fait pas la politique pour se faire des cadeaux, on fait la politique pour gérer et servir la nation. Je crois l'élite du Maniema mérite attention, la population du Maniema mérite qu'on parle. Là où nous sommes au Sénat, nous allons continuer à parler des intérêts, à défendre les intérêts de la province, et nous interpellons les autorités de ne pas rester insensibles à ce bouillonnement de la province qui ne se retrouve pas dans la gouvernance nationale. Est-ce que ceci veut dire que s'il n'y a pas quelqu'un du Maniema dans le gouvernement, le Maniema ne va pas soutenir l'action du chef de l'État? Nous l'avons soutenu sans qu'il y ait des gens. Et nous continuons à soutenir le chef de l'État. On n'est pas en rébellion contre le chef de l'État, ni contre le gouvernement central. Mais ce qui est dû à tout le monde doit nous être aussi accordé. Alors, maintenant, quand vous avez suivi vous-même les images un peu, nous nous rendons bien compte qu'il y a comme deux Maniema. Hein, il y a comme une partie un peu belle, touristique, c'est Kindu, avec des infrastructures et tout ça. Et puis quand nous sortons un tout petit peu, nous allons même vers Kabambare, les routes sont totalement dégradées. Pourquoi? Ce sont des routes d'intérêt national. C'est le gouvernement central à faire ces routes. Le Maniema est complètement enclavé, et sans désenclavement, la diversification
de l'économie dont parle le gouvernement risque de s'en trouver. Le Maniema a été un poumon vivier. Vous venez de voir par la vidéo, par les documentaires que vous venez de faire, le Maniema peut produire beaucoup. Mais comment évacuer cela? Comment évacuer la production vers les centres de consommation? Lubumbashi, Bukavu, Kisangani, Kinshasa, jusqu'ici, quand il n'y a pas de route, il n'y a pas de train. C'est qu'il y a un grand défi de réhabiliter ces routes. On a le droit de se demander, à l'époque coloniale, on roulait en VOE pour quitter Kinshasa jusqu'au Maniema. Alors, si vous étiez demandé de prioriser, dans les 3 mois qui vont commencer, dans la session que vous allez... Vous êtes en vacances parlementaires, Oui. en fait. Alors, si la Première ministre devait axer une action d'éclat, une action de début au Maniema, ce serait laquelle? La priorité des priorités. La route. La route qui va où? Vers où? Nous avons au Maniema, moi je suis du territoire de Kailo, mais je suis des provinces du Maniema, un pont, une route qui relie la province orientale et le Maniema. Un pont est coupé là-bas. Il suffit d'un bac, ne fût-ce qu'on relie les 2 provinces et désenclaver la route. Donc, La bac route ou pont. au Voilà. pont. Pour aller vers Kisangani. Ouais, Kisangani. Deuxième chose, pour aller vers le sud Kivu, sans vous regarder les routes, mais c'est incroyable. Désenclavement vers le sud Kivu jusqu'à Bukavu. Désenclavement Kasongo jusque vers Katanga. Ces 3 routes-là, ça ne demande pas plus de 50 millions. Et pour les chemins de fer, parce qu'il y avait quand même qui arrivait là-bas, est-ce qu'il continue? Les chemins de fer existent, les locomotives n'arrivent pas par absence d'entretien. Nous avons suivi les chefs de l'État inaugurer les locomotives, lancer les locomotives pour vers le Katanga il y a 2 ou 3 jours. Ces locomotives, leur point au centre, c'est vers le Maniema, le point terminal. Nous espérons que ces locomotives pourraient aussi arriver au Maniema parce que ça va vraiment abaisser les coûts de production et les coûts, ça va accroître ce qu'ils appellent dans le gouvernement le pouvoir d'achat des Congolais qui sont au Maniema. Alors, mais le Maniema, c'est aussi une province minière. Oui. Alors, pourquoi on ne voit pas cet éclat-là, comme par exemple là-bas? Pourquoi est-ce que les mines n'ont pas un impact direct sur les infrastructures? Bon, nous avons un problème. La Sakima a été tantôt expropriée par l'État, confiée à des concessions avec le Rwanda. Nous sommes en conflit avec les sociétés partenaires. Et Sakima disposait tous les carrés miniers au Maniema. C'est qu'il y a une réflexion profonde à faire pour revaloriser les mines et les carrés miniers au Maniema. Voilà pourquoi il n'y a pas Sangouma. Nous avons au Kabambare l'or qui était là. Vous savez, les propriétaires des sociétés ont abandonné Kabambare et il y a maintenant des problèmes aussi d'instabilité. C'est qu'il y a une réflexion profonde à faire pour revaloriser les secteurs miniers au Maniema. Alors, il y a des idées comme ça, des idées qui circulent sur le Maniema. On dit par exemple que le Maniema, Kumanyema Utokeboy, vous connaissez cette expression, pour ceux qui ne comprennent pas les Swahili, nous, le Maniema, il n'y a pas de domestique, nous n'avons pas de travaux ingrats. On a l'impression que c'est quand même un peu de l'orgueil sur la manière d'aborder la réalité de la vie. C'est venu d'où ça? Bon, ce n'est pas l'orgueil. Le Maniema a été en contact avec l'Occident parmi les pays. Outre les Congo, nous sommes au centre, mais nous avons eu accès au monde arabisé depuis très très longtemps, à partir du 15e siècle. Et cette culture islamisée, qui est une culture de fierté, les Arabes sont très fiers d'eux-mêmes, est vraiment profonde au Maniema. Il y a des travaux, bon, ça peut nous desservir quelquefois parce que les gens ne préfèrent ne pas se faire exploiter et on ne nous a pas exploité au Maniema. Et quand le peuple du Maniema se sent exploité, il se révolte vite. Lumumba est passé par le Maniema, Mouzé est passé par le Maniema, tous les grands rebelles sont passés par là, même Moulele était des passages, les Sumialo, les Gizenga étaient des passages au Maniema. C'est un foyer un peu bouillant. Les Maïmaï qui défendent les Ouazalendo sont la plupart originaires du Maniema.
Et voilà pourquoi on est ce qu'on est, c'est la culture. Nous allons rentrer sur le terrain pour visiter encore d'autres territoires. Nous allons aller connaître un peu les territoires des Kibombo, des Pangui, des Kasongo et des Punya. Dans quelques 3 minutes, nous aurons ainsi quand même une connaissance, même numérique, même artificielle, même lointaine, de cette belle province du Maniema. Soit par voie aérienne, soit par train, chemin de fer. Plusieurs routes de dessertes agricoles sont impraticables. La population de cette partie du Maniema ne vit que de l'agriculture. Plusieurs plantations, notamment de caféiers, palmiers à huile et cacaoyers, sont abandonnées, dont environ 1551 hectares de palmiers à huile et 26 hectares de caféiers. Le territoire de Pangui est accessible par voie routière. La route reliant Kindu à Kalima, 101 km sur la route nationale numéro 32, est la principale voie d'évacuation du minerai d'étain exploité artisanalement. L'agriculture est l'activité principale. Elle constitue la seule source de revenus de la population. Mais le petit commerce, la pêche, la chasse font partie intégrante des activités dans le territoire. Le territoire de Kasongo s'étend sur une superficie de 16 201 km². Il est accessible par la route nationale numéro 2, RN2 et la route nationale numéro 31, RN31. Vous pouvez aussi vous y rendre par voie navigable. Ici, l'agriculture est considérée comme l'activité principale de la population. Elle est axée sur les cultures vivrières, riz, manioc, maïs, arachide, soja, les cultures maraîchères, amarantes, tomates, aubergines, poireaux, ciboules, choux, carottes, les cultures pérennes, palmiers à huile, café, cacao, EVA, les fruits précisément le citron, papaye, ananas et bananes. Beaucoup de routes de desserts agricoles sont aussi délabrées. Les agriculteurs sont butés aux multiples problèmes, entre autres l'accès limité aux intrants de qualité, c'est-à-dire semences et outils oratoires, mauvais état des voies d'évacuation suite à l'enclavement du territoire de Kasongo, insuffisance d'institutions d'octroi des crédits agricoles, manque d'infrastructures de stockage, de transformation et moyens de transport, et enfin faible encadrement et accompagnement des agriculteurs. Terminons par le territoire de Punya qui compte 378 313 habitants. Les voies d'entrée et des sorties du territoire sont la voie navigable, la voie routière et la voie aérienne. L'agriculture est l'activité principale de la population. Elle est axée sur les cultures vivrières, manioc, riz, bananes, maïs, arachide, niébé, soja et patates douces. Les cultures maraîchères, aubergines, tomates, choux, amarantes, poireaux, carottes, piments, céleri, courgettes, épinards. Les cultures pérennes, palmiers à huile, cacao et café. Et enfin les fruits, oranges et avocats. Ici aussi, le décor est le même, les routes des desserts agricoles sont inexistantes. C'est une route de dessert agricole qui mène Punya vers Kowe. Et cette route de dessert agricole a un état de développement avancé. Vous voyez même vous-même, c'est une route qu'on pratique uniquement les vélos pour évacuation des produits agricoles. Et d'autres pratiquent le pied en portant sur la tête les produits agricoles. Professeur Faustin Luanga, d'abord je remercie nos amis de SIPA RDC pour nous avoir prêté ces belles images, mais bon, on voit quand même que le Maniema a des problèmes réels, des Maniema profonds. Vous avez tout à l'heure dit quand même que le Maniema a eu des grandes destinées, des personnes de très haut niveau. Vous avez cité, je crois qu'il y a quand même une quarantaine de gens qui ont occupé des postes importants. On se rend quand même compte que l'impact de ces personnes sur le Maniema a été relativement faible, parce que le Maniema est encore dans son être profond
dans son âge colonial. On sent ça quand même que les problèmes sont les mêmes, les infrastructures sont les mêmes, les gens sont dans la même pénurie, mais pourtant vous avez quand même eu beaucoup de personnes. Il y a la résilience de la population. Je préfère parler de l'avenir, du présent et de l'avenir, que de ne pas questionner le passé, qui a fait quoi et qui va faire quoi. Je crois l'état de délabrement est profond, vous venez de le voir, nous venons de le voir. Il y a des responsabilités à tirer de cela et des leçons surtout à tirer. Le Maniema profond, c'est le Congo profond. Je suis sûr, si vous allez dans le sud Kivu, vous allez dans les Bafouassende, vous allez dans les Kasaï, dans les Kwango, vous trouverez le même délabrement de la connectivité. Voilà pourquoi le gouvernement actuel a planché, les chefs de l'État s'est engagé à diversifier l'économie par le développement des infrastructures. Le Congo sans ces infrastructures ne peut rien. C'est Stanley qui l'avait dit. Stanley avait dit et sans rail, le Congo ne vaut pas un seul sou. On comprend donc le programme des 145 territoires, voilà, qui est un programme important parce que c'est ce qui va activer les choses en province. Mais quand on a un optimiste, un peu comme moi là, je me rends compte que tout est là presque. Nous avons une terre qui est fertile, nous avons une population, vous ne l'avez pas appelée résiliente, mais elle est quand même travailleuse. Il manque juste 2 ou 3 choses pour que le développement se déclenche dans nos provinces. Vous savez, le Maniema, aujourd'hui, permettez que je parle d'une histoire privée. Je me rappelle de ma mère, parce que ça fait 20 ans depuis qu'elle est décédée, c'est aujourd'hui, qui travaillait comme cette dame que vous avez vue, avec des paniers sur le dos, pour m'envoyer à l'école. Déjà à l'époque, ça a permis que je sois ce que je suis devenu à travers le monde et à travers le Congo. Cette population, pas seulement du Maniema, du Congo, elle est combattante. Elle porte l'économie. Le secteur informel, voilà pourquoi il n'y a pas de famine là-bas à l'intérieur. Tu as vu la nourriture, comment ça pourrit même. Ça pourrit. Les poissons, vous n'avez pas étudié les piscicultures, la rivière. Le bassin d'eau du Congo est exploité et permet de donner de l'argent à la nourriture. Maintenant, comment fructifier les commerces? Ça, c'est les grands défis. Sans infrastructure, pas moyen. Il faut donner de l'avenir à ces gens. Leur pouvoir d'achat ne peut s'accroître que quand ils vont vendre. Moi qui ai travaillé à l'Organisation mondiale du commerce, les commerces, c'est un vecteur de croissance et de développement. Pourvu qu'il y ait commerce. Il n'y en a pas, ça pourrit. Ça pourrit parce qu'il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas de routes. Nous avons des stocks qui ne circulent pas. Les centres de production et les centres d'écoulement sont coupés parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Nous devons réfléchir sur quelle économie pour le Congo. Ça, peut-être nous ferons une autre émission sur ça. Absolument. Parce que le modèle économique actuel ne marche pas pour le Congo. N'a pas marché, ne marche pas. Nous devons réfléchir pour changer cela. En tout cas, monsieur le sénateur, c'est une très très grande opportunité que vous donnez à l'opinion publique de palper du doigt cette réalité du Maniema. Nous espérons simplement que votre combat va être victorieux. Ça signifie le combat d'une représentation du Maniema dans les instances, mais aussi le combat d'un accès des populations du Maniema aux besoins de base. Alors maintenant, votre mandat, parce que nous allons peut-être finir, votre mandat au Sénat, vous le mettez sous quel signe? Bon, mon mandat au Sénat, c'est un mandat je vais dire simple, du peuple, comme aimait le dire le patriarche Tshisekedi, avant tout le peuple. C'est un mandat de service pour le peuple du Maniema. Je viens d'entrer en politique active pour servir cette population, apporter le service et la qualité de service, plaider les causes de ma province et les causes des citoyens congolais. Un bon sénateur, un homme sage, apaisé, discuter avec les autres sages, comment rendre et prendre des décisions sages pour le bien-être de la population congolaise. Voilà les objectifs que je me donne là-bas au Sénat. Plaider les causes des Congolais, s'assurer que
la bonne gouvernance, que les institutions travaillent très bien, faire profiter à cette chambre haute l'expertise d'ailleurs, parce que c'est ça mon point fort, l'expertise internationale, la compréhension locale, mettre ça en symbiose et profiter cela à mon pays. Merci. Merci d'avoir été avec nous à cette émission Chemin Critique. Nous venons d'atterrir effectivement dans l'aéroport de la compréhension. Nous avons compris le sénateur qui nous a apporté aujourd'hui d'abord des moyens pour pouvoir trouver les financements pour faire face à ce projet énorme que le gouvernement s'est donné d'accomplir, notamment les projets de 90 milliards de dollars pour les 5 années. Nous avons ici entendu des propositions concrètes, mais nous sommes allés aussi au Maniema, cette province qui est chère à notre pays, ce Maniema qui a donné beaucoup, qui a énormément donné beaucoup à la nation lui doit bel et bien de l'accompagner. Nous ne pouvons pas laisser le Maniema seul se battre face aux difficultés de survie. La nation a besoin du Maniema comme le Maniema a besoin de la nation. Merci d'avoir été avec nous. Merci William. C'est donc la fin des Chemins Critiques. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Ici là, portez-vous bien. Au revoir.